السلام عليكم برو. لا ورحمة الله. on كيف démarre. الناس؟ ها. Hein? نبدو. هيا على بركة الله. على بركة الله. هيا donc le cours, je me présente, je suis docteur Hadbi de l'hôpital CHU Ben Loued à Alger. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le cours intitulé Équilibre acido-basique. On va commencer par l'introduction. Vous suivez, d'accord, l'introduction. Donc le contrôle de l'état acido-basique, il est indispensable à la vie. Pourquoi? Parce que lorsque le pH est très élevé ou bien le pH est très bas, il n'est pas compatible avec la vie. Donc, il faut tout un système pour réguler et rendre ce pH dans la fourchette de la normale. D'accord? Donc, l'organisme doit maintenir le pH entre 7,38 et 7,42. D'accord? En dessous de 7,38, on appelle acidose. En supérieur à 7,42, on appelle alcalone. Donc, le déséquilibre acido-basique, il est fréquemment rencontré chez les malades hospitalisés, notamment en réanimation, lorsqu'il y a une défaillance du système de régulation du pH, notamment en cas de troubles respiratoires ou bien en cas d'insuffisance rénale. Il faut toujours donc étudier l'état acido-basique des malades. C'est très important. On va passer à la deuxième plaque. C'est un rappel physiologique. C'est quoi un acide? C'est de la chimie. Donc, un acide, c'est toujours un donneur de proton H+. C'est celui qui peut donner l'ion H+. Tandis qu'une base, elle est toujours, donc elle accepte le proton H+, parce qu'elle a une polarisation négative, donc elle peut capter l'ion H+. Tout acide, il a une base conjuguée et vice-versa. Tout base, il a son acide conjugué. C'est des antidotes. Donc, la relation entre les deux espèces, elle est comme suit. Un acide, il peut se décomposer en deux éléments. Donc, le AH, c'est l'acide, le H+, le A-, c'est sa base conjuguée. Le B- plus H+, ça va donner donc un acide conjugué. D'accord? Le B-, c'est la base. Le BH, c'est son acide conjugué. Le AH, c'est un acide. Le A-, c'est ça, le A-, le A négatif, c'est sa base conjuguée. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'électroneutralité dans le plasma. Dans un milieu biologique, on trouve toujours une neutralité des charges électriques. Si on fait la somme des anions et des cations, on va trouver toujours la somme des anions et des cations est nulle, égale à zéro. Il faut savoir que la concentration des ions H+, se situe autour de 40 nano-équivalents dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire au niveau vasculaire, au niveau du plasma. Et il est de l'ordre de 80 à 100 nano-équivalents dans le liquide intracellulaire. Donc, si vous le comparez avec les autres éléments comme le sodium, donc vous allez trouver que l'ion H+, sa concentration, elle est très très faible par rapport aux autres électrolytes comme le Na par exemple, qui est de l'ordre de 135 milli-équivalents par litre. D'accord? Donc, il est de faible concentration. L'interprétation de l'état acido-basique, il se base
sur cette équation, donc le pH est égal à moins log de l'ion H+, qui est l'équivalent de log 1 sur H+. D'accord? Comment se fait la production, l'origine des acides? Donc, l'origine des acides, elle peut provenir du métabolisme des glucides ou bien du métabolisme des lipides. D'accord? Pour les acides volatiles. La production des acides volatiles, le CO2, il peut provenir premièrement du métabolisme des glucides et des lipides, et deuxièmement, donc, il provient de cette réaction de l'acide carbonique, le H2CO3, qui peut se décomposer en CO2 plus H2O. Donc, c'est le CO2 qui vient des poumons, de la respiration. D'accord? Donc, on a un acide volatile qui est le CO2. Il a deux origines. La première origine, c'est le métabolisme glucidique et lipidique. Deuxième origine du CO2, c'est les poumons, c'est la respiration. Ça va pour l'instant? Écoutez, il n'y a pas de réponse. Oui, prof. Concernant les acides fixes, donc on a dit la production des acides volatiles, maintenant la production des acides fixes. L'organisme produit 0,1 mol par jour d'acide fixe qui est éliminé par les reins. L'acide volatile il est bien sûr éliminé par les poumons. Par contre, les acides fixes, ils sont éliminés par donc le rein. Les acides fixes, on a deux types, les acides inorganiques et les acides organiques. Les acides inorganiques, on peut trouver comme l'acide sulfurique, le S2, le H2SO4, et comme par exemple l'acide chlorhydrique, le HCl. Donc, c'est des acides inorganiques. Par contre, les acides organiques, on trouve par exemple comme l'acide acétyl acétique, comme la vitamine C, l'acide lactique et les bêta-hydroxybutyriques. Les acides inorganiques, leur anion n'est pas métabolisable, n'est pas métabolisé. Par contre, les acides organiques, leur anion, il est métabolisé par notre organisme. Il faut savoir que les acides fixes sont plus agressifs par rapport aux acides volatiles. Maintenant, on va passer au bilan des entrées et des sorties. Concernant les entrées, donc l'origine des acides ou bases, elle peut provenir de l'alimentation ou bien du métabolisme de l'organisme. Donc l'alimentation, c'est l'origine externe et le métabolisme, c'est l'origine interne, donc qui se fait au niveau de l'organisme lui-même. Une alimentation riche en protéines, donc elle va nous donner beaucoup plus d'acide, qui a un risque de surcharge en acide. Par contre, une alimentation végétarienne, elle peut donner un excès d'alcalin, donc un risque d'alcalose. D'accord? L'organisme, en général, il est beaucoup plus exposé aux problèmes de surcharge acide que basique. Sur le plan pratique, on trouve beaucoup plus donc un désordre qui tend vers l'acidose
donc métabolique ou respiratoire, par rapport au problème d'alcalose, donc métabolique ou respiratoire. Les sorties, donc elles sont assurées par deux voies, essentiellement les poumons et le rein. Donc les poumons, donc ils vont faire sortir essentiellement le CO2 qui est l'acide volatile, et le rein qui va donc dégager ou éliminer les acides fixes. On peut avoir une autre origine des pertes des acides qui peuvent se faire donc à type de vomissement digestif, à type de vomissement ou lorsqu'on fait une aspiration digestive, lorsqu'on aspire notre malade, donc on risque donc d'éliminer beaucoup d'acides et préparer, donc prédisposer le malade à faire un état d'alcalose. Par contre, par voie basse, lorsque le malade fait des diarrhées sécrétoires, donc il va perdre beaucoup plus des bases et donc le malade sera exposé à un état d'acidose métabolique. Donc il y a trois origines d'élimination ou de sortie des acides et des bases. Il y a l'origine pulmonaire, il y a l'origine rénale, il y a l'origine digestive, haute et basse. Maintenant, la plaque suivante. Donc, lorsque l'organisme est confronté à une agression acide ou basique, qui va perturber bien sûr le pH, celui-ci, donc l'organisme, il va essayer de mettre des moyens pour corriger ce pH. Ces moyens, ce qu'on appelle donc les tampons qui vont neutraliser soit les bases, soit les acides. Donc la mise pour équilibrer un pH, pour ramener un pH dans la fourchette de la normale, qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut des moyens de neutralisation qui sont les tampons. Il faut la mise en jeu d'organismes qui vont éliminer bien sûr l'excès d'acide et l'excès de base, qui sont essentiellement les poumons et les reins. Donc, trois moyens qui vont permettre, donc on va agir, on va jouer sur ces trois moyens, donc pour juguler un déséquilibre acido-basique, donc les tampons, les poumons et les reins. En pratique, donc ce qu'on fait en pratique chez les malades. C'est quoi les systèmes tampons? Donc, ce sont des mélanges de substances en équilibre chimique qui vont s'opposer aux variations de pH. Donc, un système tampon, il a un acide faible, le AH, donc sa base conjuguée, c'est le A-, soit une base faible, le B-, et son acide conjugué, le BH. Donc, comment on va agir? Donc, on va calculer le pH à partir de la formule de Hasselbalch. C'est ce qu'on appelle donc le pKa qui est égal au pKa plus log d'une base sur acide. Donc, cette équation, elle dépend beaucoup plus des réserves en bicarbonate qui sont les HCO3- et la PaCO2, c'est l'acide donc volatile. C'est l'équation d'Andersen-Hasselbalch. Elle est fondamentale pour l'étude de l'état acido-basique des malades. Donc là, l'acide, il est représenté par le CO2 et la partie alcaline, elle est représentée par les bicarbonates, les HCO3-.
Donc, elle permet de calculer les pH à partir du taux de bicarbonate HCO3- et soit le taux de l'acide carbonique H2CO3 ou bien la pression artérielle en gaz carbonique en CO2. Donc, pour assurer l'équilibre acido-basique, donc il faut toujours qu'il y ait un état d'acidose. Donc, on va provoquer avec un tampon comme le HCO3- qui va agir au niveau de l'acide. L'acide, il va perdre le H+. Ce H+, il va être consommé par la base, la HCO3-, et ce qui va juguler ou réguler l'état du pH, il va le ramener donc dans la fourchette de la normale. Donc la plaque suivante. Le fonctionnement du système tampon il est simple. Donc il se lie aux ions H+ à chaque fois que le pH de l'organisme diminue, donc l'état d'acidose. Et dans le cas contraire, il se dissocie de son H+ quand le pH augmente. Donc c'est ça le mécanisme pour ramener le pH à l'état normal. Donc on va parler maintenant des tampons bicarbonate acide carbonique, qui est le HCO3- et le H2CO3. C'est le tampon le plus important quantitativement, donc il existe, donc il est plus répandu par rapport aux autres types de tampons, surtout en milieu extracellulaire, c'est-à-dire au niveau plasmatique. Voilà. Le pH, son pH, il est égal au pKa plus log de HCO3- sur la concentration du CO2 dessous. Son pH, il est égal, lorsqu'on le calcule, on va le trouver à 7,4. Le pKa, il est égal à 6,1. Donc, le rapport HCO3- sur la concentration de CO2 dissous dans le plasma, elle est égale à 20. Donc, c'est un système ouvert à l'extérieur parce qu'il est régulé par les poumons et les reins, donc qui permettent donc d'éliminer donc l'excès d'acide donc à travers les poumons ou bien à travers les reins. Donc c'est un système qui ne sature pas parce qu'il est toujours fonctionnel, donc il n'est pas saturé. Il ne sera pas saturé. Il est soumis à un double contrôle de la forme acide et de la forme basique, donc par deux systèmes régulateurs indépendants. La concentration du CO2 elle est contrôlée avec précision par la ventilation alvéolaire et le HCO3- il est régulé avec précision par l'excrétion rénale. Si notre organisme est soumis à un acide fort, comme par exemple le RH, la partie alcaline du tampon va intervenir. Donc, le RH, c'est le HCO3- et lié avec le Na+. Ça, c'est le tampon. Plus, donc, l'acide fort, ça va donner, donc, la base conjuguée, c'est le radical R avec l'élément électrolyte Na+, et va donner donc H2CO3 qui est un acide faible. Et par la suite,
le H2CO3, il va se décomposer en H2O et CO2, et le CO2 va être, bien sûr, éliminé par les poumons. Par contre, si l'autre organisme est soumis à une base forte, comme le ROH, donc la partie acide du tampon va réagir. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Le H2CO3, c'est la partie acide, plus la base forte qui est le R plus OH-, ça va donner une base faible qui est le R HCO3- avec de l'eau, H2O. D'accord? Donc, c'est la base forte ROH, elle est transformée en une base faible, la R, c'est HCO3, qui sera éliminée, bien sûr, par les reins. Voilà comment ça se fait. Le schéma qui va récapituler donc le mécanisme d'action des poumons et des reins par rapport à un état d'acidose. Donc, le poumon en haut qui élimine l'excès de CO2 et les reins qui vont éliminer le H+ à l'extérieur et vont provoquer une réabsorption, donc mise euh, le, du tampon H2CO3 ou HCO3- qui va être réabsorbé et va gagner la circulation sanguine, donc va être réutilisé par notre organisme. Donc, le système tampon non bicarbonaté, donc en dehors du tampon HCO3- sur H2CO3, on va trouver d'autres tampons, mais qui sont moins puissants que le premier. Donc, il peut s'agir des protéines comme l'albumine ou bien l'hémoglobine ou bien les phosphates. L'albumine, son pK, il est égal à 7. L'hémoglobine, son pK, il est égal à 7,83. Par contre, les phosphates, leur pK, il est égal à 6,82. Leur concentration plasmatique des protéines, elle est égale à 75 grammes par litre. De l'albumine, 40 grammes par litre. Par contre, de l'hémoglobine, elle est de l'ordre de 14 à 15 donc, milligrammes. Donc 140 à 150 grammes par litre. Et les phosphates, leur concentration, elle est égale à 1 millimol par litre. L'efficacité des protéines, elle est essentiellement intracellulaire et extracellulaire. Et la même chose pour les phosphates, leur efficacité, elle peut se voir au niveau extra- et intracellulaire. On va commencer par le tampon, donc protéinate. C'est le plus important au niveau intracellulaire. Donc, c'est un tampon qui va agir beaucoup plus au niveau intracellulaire. Donc, à pH physiologique, les protéines se comportent comme des anions. Donc, ils ont une charge négative. Donc, ils peuvent capter l'ion H+. En cas d'acidose, donc un H+ entre dans la cellule pour être fixé par les protéines. Par contre, on aura une libération du cation K+, qui va quitter la cellule et va gagner la circulation ou bien le milieu extracellulaire. C'est ainsi qu'une acidose peut engendrer donc un état d'hyperkaliémie et l'effet de ce tampon dans le plasma, il est négligeable par rapport au premier système des carbonates, de HCO3- surtout. D'accord? Donc, le système des protéines, il est simple. Donc, à l'état normal, ils ont un anion, donc une charge négative.
le mécanisme, donc ils vont capter l'ion H+, et par contre, on aura une libération dans la circulation sanguine de l'électrolyte K+, qui peut donner donc un état d'hypercalémie en cas d'acidose qui est très fréquent. Donc, chez les malades qui présentent un état d'acidose métabolique, il faut toujours demander un ionogramme à la recherche d'état d'hypercalémie chez les malades. Donc, voilà le schéma qui va vous montrer, qui va vous simplifier donc l'action des protéines. Au niveau intracellulaire, donc elle fixe l'ion H+, et au niveau extracellulaire, on aura un passage de l'électrolyte K+, vers le milieu plasmatique qui va donner un état d'hypercalémie. Maintenant, on va arriver à notre tampon non carbamate, qui est l'hémoglobine hémoglobinate. Donc, c'est l'hémoglobine. Donc, elle permet de tamponner les grandes variations du CO2 dans le sang. Le sang, c'est un acide. Le CO2, vous connaissez bien que c'est un acide volatile. Donc, l'hémoglobine, elle va essayer de capter le CO2 et de le transporter des tissus vers les poumons pour être éliminé. Il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, donc grâce à la fixation du CO2 sur l'hémoglobine, elle va former un dérivé, ce qu'on appelle un dérivé carbaminé, le HBNH2 plus CO2, ça va donner HBNH-CO2 qui a une charge négative, qui devient donc anion, donc et va fixer l'ion H+, donc c'est ça le mécanisme pour réduire l'état d'acidose. Donc ce système, il est particulièrement efficace pour assurer le transport au poumon avec un minimum de variation de pH. D'accord? Donc il va l'hémoglobine qui va fixer l'ion H+, donc c'est ça, elle va être associée au CO2 et va avoir une charge négative et par conséquence, elle peut capter l'ion H+, et donc réduire l'état d'acidose. Le deuxième mécanisme pour agir contre l'acidose, donc pour chaque molécule d'oxygène libérée en intracellulaire, l'hémoglobine, elle va capter en contrepartie l'ion H+. Donc, vous voyez très bien dans le schéma, donc au niveau azoté, il y a une charge négative, donc il peut fixer l'ion H+. Donc, ce qui va donner hémoglobine qui va fixer l'ion H+, avec libération de l'oxygène, donc il va permettre l'oxygénation tissulaire. L'oxygène, il va passer au niveau de la cellule qui a besoin pour son métabolisme, et l'hémoglobine, elle va fixer le proton H+, et comme ça, elle va agir comme tampon et lutter contre l'acidose, l'état d'acidose. Maintenant, on arrive au tampon phosphate. C'est un tampon mineur il se trouve, donc il agit au niveau extracellulaire. Le tampon phosphate, c'est le H2PO4-, donc qui peut donner donc un HPO4-, donc il a une charge négative, donc il peut fixer l'ion H+. Donc le phosphate, on peut le trouver sur l'état de HPO4-, ou bien la plupart du temps, dans 80% des cas, ou bien on peut le trouver à l'état de H2PO4-. Donc ce qui lui permet, il a une charge négative, donc il va fixer l'ion H+, et comme ça il va agir contre l'excès d'ion H+, et contre l'acidose.
À côté de ces systèmes, il y a un autre système qui a moins d'importance, qui est le carbonate de calcium, qui se trouve au niveau, c'est un tampon osseux, donc il se trouve au niveau osseux, et donc il agit très lentement, lentement mobilisable, mais qui peut jouer un rôle majeur dans la surcharge acide chronique. Donc il faut savoir qu'il existe des carbonates de calcium au niveau osseux qui va agir donc en fixateur de l'ion H+, d'accord, et qui peut donner par la suite un état, une surcharge acide. Maintenant, on va passer au pouvoir tampon. Donc, dans le milieu extracellulaire, le système ACO3- sur H2, CO2, c'est le pouvoir tampon le plus important, à 55. Donc, c'est le plus important. Puis, il y a les protéines et après les phosphates au milieu extracellulaire. Au milieu intracellulaire, c'est toujours le système HCO3- H2, CO3 qui a le pouvoir. Non, en intracellulaire, c'est les phosphates inorganiques et les protéines qui ont un pouvoir plus important, donc à 60 millimoles par litre. Par contre, le système, donc HCO3- H2, CO3, il est à 18 millimoles par litre. Pour l'hémoglobine, son pouvoir tampon, il est de l'ordre de 30 donc millimoles d'H+ par litre par unité du pH. Donc, si vous voyez très bien que le moyen le plus important comme moyen de tampon utilisé par notre organisme, c'est le système, donc HCO3-, le rapport HCO3- sur H2CO3, donc c'est le système qui agit le plus dans notre organisme pour réguler le pH ou le ramener à sa fourchette de la norme. Maintenant, on va voir la régulation pulmonaire, comment agit les poumons ou le système respiratoire lorsqu'il y a une variation du pH. Donc, il faut savoir qu'il existe des chémorécepteurs centraux et périphériques qui sont sensibles à la variation du pH et à la variation du PaCO2 et à moindre degré à la variation de la pression artérielle en oxygène. D'accord? Donc, quelles que soient les variations métaboliques, la PaCO2, elle est constante, elle est de l'ordre de 40 mm de mercure.